Bonjour à tous, bienvenue, un plaisir de partager ensemble pendant 1 heure les valeurs de l'e-sport en plein cœur de cette demi-journée ici à la mêlée numérique dédiée au sport connecté et à l'e-sport. On est là pour se renseigner, pour apprendre, on va essayer de comprendre aussi, c'est ouvert à tous. On va tenter de ne pas trop rentrer aussi dans des mots trop techniques, hein, sinon j'y comprendrais rien, ça serait dommage. C'est vraiment pour tout le monde. On va voir que le sport et l'e-sport partagent des valeurs communes. On va voir comment certains acteurs du milieu, ou non d'ailleurs, les utilisent au quotidien et comment on va les mettre à profit dans nos organisations et dans les vôtres. C'est un débat qui va concerner l'ensemble des acteurs privés ou publics présents qui cherchent à s'impliquer dans la structuration amateur ou semi-professionnelle du secteur. Alors on a la chance d'avoir autour de cette table aujourd'hui certains des acteurs du domaine e-sport ou au moins concernés par le sujet. Je vais vous les présenter. On va commencer par celle qui se trouve à distance. C'est Déborah Lièvre. Elle est responsable des parcours de formation collectif et de la communauté e-sport SNCF. Bonjour Déborah, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour à tous, oui, je vous entends très bien. Alors, on va faire un petit tour de table, on va rapidement se présenter. Quel est votre rôle au sein de la SNCF? Alors moi, je suis à l'école numérique, côté ISNCF Solutions, et je m'occupe des parcours de formation collectif pour la ligne numérique, et en même temps, je gère la communauté e-sport pour SNCF. Merci Isabelle. Déborah, je vous retrouve dans quelques secondes. À côté de moi, sur ma gauche, c'est Isabelle Ballet-Martinez, directrice mission jeunesse du conseil départemental de Haute-Garonne, numéro 31. Bonjour. Voilà, celle qui parlera le moins technique aussi. Donc on va se comprendre. De ton côté. C'est quoi votre mission à la mission jeunesse? Eh bien, effectivement, donc c'est d'accompagner les jeunes dans une logique d'émancipation, de prise de place dans la construction des politiques publiques, et aussi de révéler un petit peu toutes ces compétences que peuvent avoir les jeunes, et notamment en pratiquant le e-sport. Donc c'est vrai qu'on s'est croisé quelques fois autour de sujets comme l'open badge, de compétences informelles qu'on aimerait bien révéler, et notamment pour tous ces joueurs que sont les jeunes. Nicolas Gus, CEO, Chief Executive Officer, j'imagine, de NTWU. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Ça fait quoi NTWU? NTWU, c'est une agence événementielle qui travaille énormément sur le secteur du e-sport. Concrètement, on va avoir deux axes forts. Un axe technique, on va être en capacité de positionner des événements, travailler sur différentes opérations. Et un axe stratégique, on va accompagner nos clients, optimiser leur image de marque, leurs services ou leurs produits pour s'adresser aux millennials au travers de ces deux vecteurs que vont être le jeu vidéo et l'e-sport. Et juste à côté de Nicolas, c'est Hugo Hurtado, le directeur de l'agence e-sport. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Hugo Hurtado, j'ai la chance de diriger depuis maintenant 3 ans l'agence e-sport. C'est la première structure française en fait à accompagner le développement économique de l'e-sport. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises qui ne font pas partie de ce secteur d'activité, entreprises ou acteurs publics, et en fait on les accompagne durablement pour qu'elles puissent avoir leur meilleure intégration dans cet écosystème. Voilà, c'est à peu près 70 structures qui sont adhérentes à l'heure actuelle, pour environ 500 structures qu'on accompagne à travers la France. Voilà. Je détaillerai un peu plus tard. Ouais, exactement. Voilà pour le tour de table. On va avoir l'occasion, bien sûr, de rentrer en détail. On va avant tout retrouver notre invitée à distance, la responsable des parcours de formation collective de la SNCF. C'est Déborah Lièvre qui est avec nous en distance. Alors, Déborah, on a envie de se demander quel est le lien entre la SNCF et le sport et l'e-sport? Déjà, on a toujours eu, on a des athlètes déjà dans le sport, puisqu'on a des dispositifs particuliers pour les athlètes qui ont une carrière sportive. Et après, le e-sport, pourquoi on a voulu aussi investir dans le e-sport? On a beaucoup de gens qui jouent, beaucoup d'agents qui font du e-sport, on s'en est rendu compte. Et on trouve que c'est un bon moyen d'améliorer la qualité de vie au travail, de favoriser finalement ces agents qui ont cette passion-là pour le e-sport, et puis de leur apporter un dispositif qui puisse les répondre à leurs besoins et les stimuler, et puis augmenter leur envie aussi de travailler avec nous. C'est la vision de la SNCF au niveau de l'e-sport? C'est ces valeurs-là que ça pourrait apporter? Ouais, moi je parle vraiment moi je suis côté école numérique, je gère la communauté, donc je parle vraiment en mon nom. Voilà. Après, pour
pour globalement plus le groupe, je suis pas assez, voilà, j'ai pas la vision sur tout. Je peux pas non plus parler au nom du groupe. Moi, je parle au nom de la communauté e-sport que je gère, de ce que ça peut représenter pour l'école numérique et pour les agents. Alors, vous n'avez pas attendu à quiller le train du côté de la SNCF au niveau de l'e-sport. En 2017, déjà, vous aviez une équipe e-sport. Oui. Quelle expérience aujourd'hui? Quel retour? Et qu'en est-il? Effectivement, on a eu le e-sport a démarré en 2016 côté SNCF avec une équipe qui s'appelait la team Loco, qui avait plutôt bien marché, mais qui représentait pas forcément beaucoup d'agents. Et alors moi, j'étais pas encore à l'époque sur le dispositif. Hein, ça fait à peu près 1 an que je m'occupe de la communauté e-sport. En tout cas, sur le retour, c'est que j'ai toujours des agents aujourd'hui qui étaient dans les teams locaux qui se retrouvent dans la structure SNCF Gaming chez nous, dont le capitaine Luc Naudin. Et je remarque toujours autant de motivation et d'intérêt et d'implication de leur part dans la structure. C'est important pour vous aujourd'hui de recréer cette équipe, d'avoir une équipe e-sport estampillée SNCF? Bah oui, parce que du coup, on leur propose tout un accompagnement à côté. Donc peut-être on pourra discuter plus tard, hein, mais c'est vraiment... on essaie de mettre à disposition un maximum de choses pour eux, que ce soit au niveau du coaching, des tournois internes ou externes, de toute la communication qu'on peut faire autour. Et on va rentrer dans les détails, justement, concrètement, vous mettez quoi en place pour les accompagner et surtout pour développer au sein de votre société le développement de l'e-sport et bien sûr d'intégrer les valeurs de l'e-sport dans la société? Oui, alors ce qu'on met en place aujourd'hui, il faut savoir que la communauté, en tout cas le e-sport chez nous, n'était pas très connu. Il y a eu une équipe qui avait été créée en 2016, mais elle restait très, très peu connue parce qu'on a des agents qui sont partout en France et ce n'est pas toujours facile de communiquer très, très largement. Aujourd'hui, on a vraiment une volonté de vraiment faire connaître le dispositif, donc la structure SNCF Gaming dans le groupe, parce que les joueurs se parlent tous sur le Discord, puisque c'est quand même l'outil favori des agents et des joueurs en général pour communiquer sur le e-sport. Et donc, on essaie aujourd'hui de déjà diffuser l'existence de la communauté en interne. On met en place également des journées. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis dans la salle, parce qu'on a monté une salle gaming chez SNCF. Donc voilà, avec 5 postes de jeu pour que les agents puissent venir découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'e-sport et qui s'y intéressent, et pour ceux qui connaissent, puissent venir jouer sur leur temps libre pour pouvoir... Vous êtes à Paris, hein? Tout à fait, je suis à Paris sur le campus de Saint-Denis. Effectivement, on a juste une salle pour l'instant à Saint-Denis et on réfléchit potentiellement à ouvrir d'autres salles. Dans les gares, directement? Alors, dans les gares, je ne vais pas m'avancer. Pourquoi pas? Écoutez, je prends le temps pour en discuter. Comment vous les voyez? Pardon, allez-y, terminez. Non, parce que comme il y a un peu de différence, c'est pour ça. Il y a un peu de décalage dans le son. Je n'avais pas entendu le début de votre question, mais je vous en prie, allez-y. Comment vous les voyez, les projets à moyen et à court, moyen et long terme? Comment vous voyez cet e-sport et ses valeurs se développer au sein de la SNCF? Là, à très court terme, on est déjà en train de développer, d'inscrire du coup nos joueurs sur les LAN. On les a aussi récemment, enfin pas récemment, c'est depuis le début de l'année, ils sont inscrits sur la Ligue Corpo. Donc ça permet vraiment de fédérer l'équipe, de continuer du coup tout le travail de collaboration entre les agents, de la bienveillance, l'esprit d'équipe, justement l'organisation entre eux pour trouver des moments pour jouer, pour s'entraîner avant les matchs. Et puis sur le long terme, c'est ce que je disais, on a toute une partie sur attirer les nouveaux joueurs. Donc comment on arrive à réussir à faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'agents qui connaissent la structure et qui veulent s'investir dans la structure. On a aussi toute une partie qui est un peu plus long terme parce qu'il faut qu'on arrive à la mettre en place, qui sera plus pour début 2023 sur tout l'onboarding. Comment, quand les nouveaux agents arrivent et souhaitent intégrer la structure, on leur met à disposition une sorte de kit finalement qui explique tout. Et puis il y a toute l'animation de la communauté, comme je disais, donc avec l'inscription à des tournois internes qu'on souhaite aussi mettre en place dans le groupe sur notre site ici à Paris pour rassembler les gens justement et faire en sorte que cette collaboration, cet esprit d'équipe et ces valeurs puissent être partagées.
Et le partage de ces valeurs par la compétition. On a ici sur scène des experts. On a avec nous Hugo et notamment Nicolas. J'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire avec la SNCF. Pourquoi pas mettre des lampes dans des trains, ce genre de choses. Hugo. Je pense qu'on peut à peu près tout faire. L'une des compétitions qui avait plutôt bien marqué il y a quelques années, c'était Airbus qui l'avait initié. Ils avaient fait une compétition pendant un vol Paris-New York. Voilà. Donc l'ensemble des gens qui avaient été invités pendant ce vol étaient des compétiteurs et la compétition avait lieu pendant 5 heures, si je ne me trompe pas. Donc oui, ça peut être fait sur des trajets, sur Toulouse-Bordeaux, sur Bordeaux-Paris. On peut en discuter, ça sera avec très grand plaisir. Donc il est possible d'avoir du vrai débit dans un avion en fait. Il peut y avoir un réseau. Après un débit, tout Il y a du réseau. s'imagine, hein. Il y a du réseau en tous les cas. Déborah, vous restez avec nous depuis Paris. Si vous souhaitez intervenir, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. On va passer la parole à Isabelle Ballet-Martinez. Vous êtes donc la directrice mission jeunesse du conseil départemental de Haute-Garonne. Alors j'ai quelques chiffres, puisqu'en 2021, presque 10 millions des 15 ans et plus s'intéressaient à l'e-sport, dont 1,6 million qui jouent. Ils le sont encore plus en 2022. Vous l'avez vu arriver en force, cet engouement ou ces demandes de professionnalisation des jeunes dans ce secteur? Oui, on l'a vu. Et alors, c'est vrai que le conseil départemental a des compétences, notamment en termes, vous le savez, d'accompagnement des jeunes. Et donc, l'angle qui a été pris jusqu'à présent, ça a été aussi de prévenir les dangers du numérique et voilà, cette communauté de jeunes addicts. Et donc, c'est vrai on fait aussi tout un tas d'interventions en matière de prévention, c'est une chose. Mais effectivement, de l'autre côté, on fait le pari aussi que toute cette communauté de jeunes, effectivement, il faut d'une part pouvoir les reconnaître et puis d'autre part leur permettre de valoriser ce que le fait d'être un joueur permet dans une logique après d'insertion professionnelle par exemple de révéler. Et puis on s'était dit aussi qu'il faudrait leur présenter au-delà du fait d'être joueur les possibilités d'emploi derrière que ça engendre. Et c'est vrai qu'on a eu à discuter avec l'agence e-sport notamment pour pouvoir leur présenter ça. Et donc pour nous effectivement c'est potentiellement un vecteur parce qu'on veut s'adresser à toutes les jeunesses haut-garonnaises et ce public-là effectivement on sait qu'il est captif via le e-sport et donc on pourrait imaginer tout un tas d'événements autour de ça et puis derrière de valorisation. C'est-à-dire qu'une fois que la prévention est faite, on reconnaît les valeurs de l'e-sport, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent. Il y a de vrais débouchés pour eux, ici en Haute-Garonne. Comment vous les aidez dans leur développement? Alors, pour l'instant, pas encore. C'est un peu ça. Mais il faut effectivement qu'on travaille nos Alors, qu'est-ce que vous mettez en place, du moins, pour justement accélérer le développement et les débouchés? Non, on aimerait déjà faire qu'ils se reconnaissent dans le conseil départemental et qu'on puisse effectivement travailler avec eux sur ces aspects-là. Mais pour l'instant, c'est du long terme. Là. C'est du long terme. Donc, à moyen terme, c'est quoi les objectifs? C'est effectivement pouvoir réunir cette communauté de joueurs au conseil départemental et travailler avec eux sur ce que je disais tout à l'heure, la valorisation des compétences acquises via peut-être la mise en place de systèmes d'open badge. On est en train de réfléchir avec nos partenaires jeunesse, de savoir comment on peut... Alors quand on dit open badge? Open badge, ce sont des badges numériques qui permettent effectivement aux jeunes de repérer des compétences informelles, les soft skills là, qu'on mettait en tout cas dans ma génération sous forme de tirets, et qui sont de plus en plus à la mode, mais qui permettraient effectivement de faire repérer à des jeunes qui participent à des projets, qui sont des compétiteurs, enfin tout un tas d'engagements extra-scolaires, j'allais dire, mais de pouvoir les repérer et que ce soit reconnu par la communauté professionnelle. Et donc le public des joueurs e-sport, effectivement, pourrait en faire partie. Hugo ? J'aimerais bien rajouter un élément par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de jeunesse et d'e-sport. Souvent, on fait le rapprochement entre le jeu vidéo, l'e-sport et la jeunesse. Pour autant, est-ce que vous savez à peu près la moyenne d'âge d'un joueur de jeux vidéo en France ? Je vais vous le dire, je ne vais pas attendre que vous me donniez la réponse, c'est 40 ans. Et avec un équilibre relativement sain dans les genres, c'est-à-dire qu'autant de femmes que d'hommes consomment du jeu vidéo. Donc à partir de là, bien entendu, on peut toucher la jeunesse parce qu'ils sont prédominants, on va dire, dans leur utilisation régulière. Mais pour autant, et justement Déborah l'a bien développé par rapport à la SNCF, des jeunes actifs et des un peu moins jeunes actifs sont aussi des consommateurs de jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, ils sont rentrés finalement globalement en France dans les années 90. Et finalement, les gens qui ont vécu l'arrivée des jeux vidéo, maintenant, c'est des gens qui ont 40, 50 ans.
Donc finalement, ça s'adresse un petit peu à tout le monde et on peut travailler sur des sujets intéressants comme l'intergénérationnalité. Je vais vous demander, puisqu'on parle quand même de valeurs d'e-sport aujourd'hui, ça serait quoi pour vous la plus belle des valeurs de l'e-sport à mettre en avant? Peut-être le fair play ou l'esprit d'équipe. Oui, parce que c'est des valeurs partagées entre le sport et l'e-sport, évidemment. Nicolas, président, CEO d'NTWU, vous êtes un fervent connaisseur de l'e-sport. Vous y avez cru dès les premières heures? Je suis arrivé pas forcément le premier, moi. J'ai commencé en 2008 dedans. On avait déjà des gens qui avaient fait pas mal d'opérations. L'e-sport a énormément grandi en France au travers du tissu associatif qui lui a permis de vraiment progresser. Ouais, comme le disait Hugo, dans les années 90, les jeux vidéo montent vraiment en flèche. Dans les années 2000, Internet fait que en fait, ce côté compétitif se développe. Internet permet de jouer contre d'autres joueurs, mais il n'est pas encore démocratisé dans l'ensemble des foyers. Donc, on se déplace sur des compétitions, des rassemblements, des LAN, des compétitions physiques qui se réunissent au travers d'associations dans des gymnases, qui passent un week-end à geeker et à faire tout un tas de compètes. De là, effectivement, Internet permet d'exporter ça encore plus rapidement. Et comme maintenant tout le monde a la fibre chez soi ou un débit plutôt correct, on peut jouer en ligne et ça s'est considérablement accéléré. C'est vrai qu'à ne pas faire d'ailleurs l'amalgame entre l'e-sport, qui est vraiment la partie compétitive du jeu vidéo, et le jeu vidéo. Moi, j'aime bien expliquer ça comme ça. Le jeu vidéo, c'est le Pacifique. L'e-sport, ça va être Hawaï, la petite île au milieu, quoi. Il y a très peu de joueurs professionnels ou de gens qui ont une pratique assidue de la compétition. Par contre, c'est 4,7 milliards de personnes qui jouent au moins une fois par semaine à un jeu vidéo dans le monde, quoi. C'est juste totalement fou. Et c'est vrai que tout ça, ça permet d'avoir de nouveaux outils, de nouveaux vecteurs de communication. On le voit il y a encore pas si longtemps que ça, une 10-12aine d'années, les acteurs qui s'intéressaient à l'e-sport et aux jeux vidéo, c'était des marques qui travaillaient très proche de ce secteur, des fabricants de périphériques informatiques ou de cartes graphiques, cartes mères, etc., etc. Maintenant, de plus en plus de marques non endémiques qui vont se positionner sur ce secteur parce qu'elles vont avoir la possibilité de communiquer avec avec de nouveaux vecteurs, les jeux vidéo et l'e-sport, et de positionner leurs produits, souvent à des primo-arrivants, des primo-accédants qui cherchent à avoir besoin d'un véhicule, une maison, une assurance, une banque et autres. Et finalement, ces gens qui ne vont plus forcément regarder les médias traditionnels vont être très sensibles à tout ce qui va passer sur le jeu vidéo et vont se retrouver dans la communication que certains vont leur proposer. Les World League of Legends cette année, si je ne dis pas de bêtises, on a Louis Vuitton, on a Mercedes-Benz, on a Mastercard. C'est quand même assez fou de voir des marques pareilles qui vont financer une compétition de jeux vidéo au plus haut niveau parce que finalement elles vont trouver des clients et elles vont être capables de communiquer une image qui va leur plaire et par conséquent capables d'acquérir des nouveaux utilisateurs de leurs services ou de leurs produits. Donc on imagine que le soutien de ce genre de marque aide à la démocratisation de l'e-sport. En France, pourtant, vous parliez tout à l'heure, c'est encore Hawaï. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire pas avancer? En France, je te le dirais, même au monde. Dans le monde, bien sûr. C'est juste gigantesque. Alors, c'est un peu comme le foot au final. On n'aura jamais des centaines de millions de pratiquants au plus haut niveau qui feront du foot. C'est parce qu'il y a énormément d'amateurs qui pratiquent et par conséquent énormément de gens qui sont fans, qui vont regarder, qui vont partager des moments, qu'on va avoir des grands champions. Et dans le jeu vidéo, ça se passera exactement pareil en fait. Donc c'est là où on ne cherchera pas forcément à faire en sorte que tout le monde pratique le e-sport. C'est pas du tout compétitif. L'e-sport doit être pratiqué par ceux qui en ont envie, qui se retrouvent dedans, qui ont envie de faire de la compétition. Par contre, il y a un énorme travail qui est fait par les éditeurs de jeux vidéo pour la démocratisation de tout ce qui va être consommation du contenu, et notamment tout ce qui va être la possibilité de compréhension d'un match, d'accession à un public qui n'est pas forcément, qui est très néophyte dans le secteur, et qui va avoir la capacité de le regarder. Il y a des exemples hyper simples. On regarde un match de FIFA, instantanément, n'importe qui comprend parce que quasiment toute la population sait comment se déroule un match de foot. Et c'est hyper parlant. On regarde un match de League of Legends, de Call of Duty, de Fortnite, Bon, en fait, ce qu'on voit, c'est que son gamin, il est en train de monter une tour en même temps qu'il tire sur tout le monde et c'est magique. Mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne comprend pas s'il a le dessus sur le match ou pas, où est-ce que ça en est. Et là, il y a énormément de travail à faire là-dessus.
là encore, dans une dynamique de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent prendre du plaisir à consommer ce contenu, pas forcément en le pratiquant, mais parfois en le regardant, comme ce qu'on a au foot au final. Oui, non, j'étais en train de penser que moi, je galère encore à comprendre le foot à la télé. Donc, effectivement, sur Fortnite, je vais peut-être prendre un petit peu de temps. Vous avez organisé des LAN. Vous disiez des LAN. Les LAN, on peut peut-être préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous regardent de la maison ou ici dans la salle. Alors une LAN, c'est, comme je vous le disais, une compétition physique. De son abréviation anglaise Local Area Network, c'est le concept, c'est de se dire qu'on va réunir tous les joueurs avec leur PC dans une salle, les brancher en réseau, leur permettre de jouer. Hugo le disait d'ailleurs juste avant, quand on parlait de ces fameuses opérations qui peuvent se dérouler dans les airs. Nous, on en a fait une en partenariat avec Air France, Latéco Air et Ubisoft, où on a fait une compétition de jeux vidéo entre un Paris-Toulouse, Toulouse-Paris. Typiquement, on peut rendre de la technologie avionnable. C'est relativement facile maintenant de positionner un serveur dans un avion, de permettre qu'un réseau fonctionne à l'intérieur de l'avion et qu'on puisse faire une partie. De là à dire qu'on va avoir Internet qui va rester sur l'ensemble du vol, on est dépendant de phénomènes météorologiques, il y a tout un tas de problématiques à côté. Dans une salle, et surtout en France, c'est très différent. On va avoir des fibres qui vont arriver, on va être en capacité de connecter tout le monde. De plus en plus de jeux maintenant ne se jouent plus qu'en ligne. C'est très difficile d'avoir des serveurs physiques qui nous permettent de délocaliser ça dans la salle et de permettre de gérer la compétition sur place en local. C'était le cas avant. C'est juste que maintenant, on vit dans un monde dans lequel on a de plus en plus de problématiques de cybersécurité, de cyberdéfense et autres. Les éditeurs de jeux vidéo ne sont plus enclins à mettre à disposition leur code comme ça. Ils se le font déjà suffisamment piquer sur Internet pour en plus prendre le risque de le mettre à disposition sur des événements de ce type. Donc il faut avoir une connexion Internet, il faut la défendre très correctement. C'est extrêmement difficile de monter une grande compétition parce qu'elle peut subir énormément de cyberattaques. Donc il faut vraiment avoir un travail de fond sur le lien d'accès pour qu'elle puisse se dérouler dans de bonnes conditions. L'infrastructure est primordiale. Oui, exactement. Et donc, du coup, ces jeunes se réunissent. Les plus grands événements en France, ce sera par exemple la Gamers Assembly à Poitiers, c'est 2500 joueurs. L'Occitanie LAN, je vais dire des bêtises, je crois que c'est plus de 1000 joueurs. Entre 800 et 1000, oui. Voilà, c'est ça. Nous, on a fait la Catalane à Perpignan, c'était 500 joueurs. Voilà, on a des belles dates en France. Dans le monde, la DreamHack Suède, c'est 10 000 joueurs. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y en a qui ont 14 ans, qui prennent leur PC, qui font 800 km en bus pour aller participer à cet événement. Donc ça réunit quand même beaucoup de monde. Il y a tout ce côté qui permet aussi je dirais, de casser un peu le cadre solitaire et anonyme d'Internet. On est devant son PC, on joue avec des humains, mais on est seul chez soi. Alors que là, on joue avec ces mêmes humains, mais on est à côté d'eux, on les rencontre. Et donc ces événements-là plaisent énormément et doivent se grandir. Par contre, ils sont très compliqués à mettre en place, ils coûtent énormément d'argent. Il y a un appui et un besoin très fort des collectivités locales et territoriales pour les animer, parce que ce ne sont pas des événements qui, à l'heure actuelle, ont un modèle économique viable. Et d'ailleurs, le tissu français est en train de s'effriter sévèrement, parce que beaucoup d'associations le portent et ne peuvent pas booker correctement les budgets. Donc il y a aussi ce besoin de trouver des nouveaux schémas sur lesquels les collectivités doivent réellement accompagner le projet. Les sponsors privés ne pouvant pas aller supporter des frais pareils par rapport aux retombées économiques qu'ils vont avoir dessus. On n'est pas sur des supra-compétitions internationales de haut vol dans tous les petits villages de France, mais avec la bonne alliance, le bon schéma, avec une réflexion, et là je lance la balle à tous les gamers qui ont participé à des LAN, avec une envie aussi de repenser un peu ces schémas, les voir différemment, voilà, on est en 2022, comment est-ce qu'on peut les voir différemment? Il y a matière à les réinventer, ces rassemblements seront toujours importants. Et là Isabelle le disait très très bien, ce fameux lien, il faut faire en sorte que ces moments-là soient partagés, que la famille s'implique dedans, vienne découvrir ses enfants sur le projet, joue même avec eux. À la Gamers Assembly, ils ont un tournoi senior sur Wii Bowling qui s'adresse aux maisons de retraite. Et voilà, quoi. Et c'est de la compète. Au final, ça, c'est de l'e-sport, même si c'est sur Wii Bowling, quoi. Vous parliez de la première compétition LAN, la Catalane à Perpignan. C'était la première édition. C'est la première fois qu'il y avait ce genre d'événement dans les Pyrénées-Orientales. Comment elle a été accueillie? Est-ce que les institutions, les pouvoirs en place ont compris l'intérêt de ce genre d'événement? Puisqu'on parle de valeurs de l'e-sport qui ressemblent fortement aux valeurs du sport. On sait que le sport, forcément, est soutenu. Qu'est-ce qui manque encore à l'e-sport pour certaines personnes, certaines institutions comprennent l'importance aussi, l'engouement qu'il y a autour de l'e-sport? Alors, c'était pas la première édition qu'il y avait dans les Pyrénées-Orientales. On en a eu beaucoup d'autres, mais c'était de bien plus petite envergure. C'était vraiment la première grande date qu'il y a eu dans les Pyrénées-Orientales et qui a fédéré aussi pas mal d'acteurs qui avaient organisé des petits événements.
Pour continuer de répondre à tes questions, pour faire alors non, ça n'a pas forcément été compris dès la première édition par l'ensemble des collectivités locales, mais enfin, on a quand même eu un sacré coup de main, et notamment de la part de la région, de la part de l'Agence de développement économique, de la CCI. Enfin, c'était assez agréable. On a pu travailler avec beaucoup de gens qui se sont sensibilisés et motivés sur le projet de l'agglo. Voilà, donc ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Par contre, pour que les collectivités, pareil, c'est un élément de réponse qui me concerne, dans mon avis, pour que les collectivités locales comprennent un peu l'enjeu, moi, la vision que j'ai là-dessus, elle est extrêmement simple. Beaucoup de nos territoires cherchent à développer une offre économique et à attirer des entreprises pour faire en sorte de développer leur territoire. C'est totalement logique, parce qu'en fait, on va avoir des entreprises qui vont s'installer, elles vont créer de l'emploi, on va attirer des talents, on va pouvoir grandir. Il s'avère que le monde, à mon sens, est en train de s'inverser. Il y a 30 ans, c'était normal, et à Perpignan, le discours était clairement là, de partir ailleurs pour aller travailler. Or, il s'avère que maintenant, le monde change, et maintenant, une entreprise est capable de se projeter très différemment. En fait, c'est elle qui va partir ailleurs pour aller trouver un bassin d'emploi. Donc, nos collectivités ont, à l'heure actuelle, un travail énorme concernant la capacité qu'elles vont avoir à garder leurs talents sur place avant même d'attirer des entreprises, en fait. Et le jeu vidéo et l'e-sport sont des éléments phares là-dedans. Il n'y a pas que ça, hein. La culture est très importante, l'animation, le spectacle. Mais jusqu'à présent, la plus grande offre culturelle était positionnée sur Paris, les grandes métropoles se débrouillaient plutôt bien, et puis la petite province, ça devenait de plus en plus compliqué. Là, il faut qu'on propose un maximum d'offres un peu partout, parce que dès qu'on va capter une population et la garder sur place, cette population va être embauchable, et par conséquent, des entreprises vont déménager. Et elles ne chercheront même plus à avoir des avantages pour accéder à l'immobilier, avoir des subventions pour s'installer ou autre. Elles vont juste être intéressées par un bassin d'emploi. Le jeu vidéo contribue énormément à garder au final cette jeunesse présente sur un territoire. Hugo, même ressenti en Haute-Garonne? Je vais parler de la Haute-Garonne, je vais parler de la région Occitanie aussi. Nous, on est relativement jeunes. On a, comme je le disais, un peu moins de 3 ans d'existence. Le premier schéma qu'on a voulu faire, c'est essayer de capter l'attention d'acteurs privés. Donc des grands noms que je peux citer comme Atos, Soprasteria, Airbus, Orange, etc., avec qui on a commencé à initier différents schémas pour les accompagner. Et au final, quand on a vu entre guillemets cette réussite, on a commencé à taper à la porte des acteurs publics. Le premier acteur public qui nous a finalement ouvert grand la porte et qui nous accompagne maintenant financièrement et sur des projets, c'est le conseil départemental de la Haute-Garonne. Ensuite, bien entendu, on a eu Toulouse Métropole, on a eu la région Occitanie qu'on accompagne depuis 3 ans maintenant sur l'Occitanie e-sport. Donc c'est en train de se mettre en place. Le principal problème, je pense, peut-être que Nicolas sera d'accord, c'est que l'e-sport, à l'heure actuelle, il faut bien comprendre que 99% des gens qui en font partie, ce sont des bénévoles. D'accord ? Donc on est finalement très très peu à avoir la chance d'être salarié de nos structures et de pouvoir en vivre correctement. Donc il faut aussi qu'on arrive à avoir une communication qui soit comprise entre ces acteurs qui ont du mal à échanger entre eux. C'est-à-dire que si vous prenez des passionnés de jeux vidéo, sans parler d'e-sport, mais on peut parler en englobant l'e-sport, avec des acteurs publics qui ne comprennent pas ce secteur d'activité, il faut arriver à se comprendre. Et donc c'est pour ça aussi où Nicolas, moi-même, on est là pour intervenir auprès de ces acteurs-là, privés ou publics, pour faire que la communication soit plus fluide, plus compréhensible, et que du coup des projets naissent. Et on est ravis de voir que depuis quelques années, allez, on va dire depuis 1 an post-Covid, ça commence à progressivement prendre de belles tournures. En tout cas avec la région Occitanie et aussi le département. Nicolas, comment aujourd'hui se structure le monde de l'e-sport? Est-ce que la dynamique, elle vient d'en haut ou est-ce que ça vient également d'en bas? Alors là encore, e-sport et jeux vidéo. Si on parle du jeu vidéo, la dynamique vient d'en bas et il y a de plus en plus de gens qui jouent et ça grandit. Si on parle du e-sport, elle va venir d'en haut, effectivement. C'est à partir du moment où un jeu va arriver, une élite va se dissocier et on va avoir la capacité de porter des grandes compétitions, de voir des gros matchs avec du beau niveau, forcément ça va attirer. Donc là c'était sur la partie joueur. Sur la partie conceptualisation des projets, accompagnement des marques, des territoires et autres, ça va être très variable et Hugo le disait très bien, il y a des régions qui sont en train de se distinguer plus que d'autres. Notre présidente de région, Carole Delga, elle a annoncé qu'elle voulait vraiment que l'Occitanie devienne première région de France sur la partie sportive avec un enjeu fort pour 2024. C'est vrai que
Là encore, sujet hautement sensible. Si on me demande mon avis, j'espère que l'e-sport ne sera jamais au JO, parce que je pense que l'e-sport peut vraiment porter ses compétitions de lui-même et qu'il n'y a déjà pas assez de place pour l'ensemble des sports. Ce serait vraiment dommage de prendre la place d'autres sports qui sont en train d'émerger, qui ont des vraies capacités, qui grandissent et qui remplissent ça bien. Mais bon, c'est un débat assez long et qui peut être sympa. En tout cas, cette ambition 2024 qui attire, et ça revient un peu à ce que tu nous annonçais sur ce début de table ronde, qui va attirer un vrai regard sur le côté sportif de la France, est extrêmement important. Et la France est aussi en train de s'organiser pour que l'e-sport puisse briller à ce moment-là et puisse montrer tout un tas de choses. Donc tout un tas de compétitions sont en train de s'organiser, tout un tas de gros projets arrivent. Le Z-Event, c'est un événement caritatif qui vise à lever des dons pour des associations qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours de mémoire, qui réunit les 50 plus gros streamers français, a permis justement, enfin c'était une étape clé, mais de ce projet qui a extrêmement bien marché, une fois de plus, on a découlé un tweet d'Emmanuel Macron, notre président, qui a annoncé que voilà, l'année prochaine, il voulait accueillir un major sur Counter-Strike, et l'année d'après, il voulait faire une grande compétition internationale sur Trackmania. Des nouvelles fortes, parce que finalement, c'est assez fou de se dire qu'on a un président qui va tweeter ce genre d'informations, va le communiquer, va prendre un engagement dessus. Bon, c'est pas non plus le plus gros engagement qu'il a eu à prendre, il a eu d'autres défis à relever. Mais c'est fort parce que, ouais, effectivement, même au plus haut niveau, en fait, c'est en train de se comprendre, c'est en train de se regarder, et il y a cette volonté de dire ok, ça vous intéresse, on y est sensible, on ne sait pas encore exactement comment ça marche, c'est pour ça que Hugo, par exemple, fait un travail de fond gigantesque avec son agence pour accompagner des acteurs à faire de l'économie. Isabelle dessus nous aide aussi à faire en sorte qu'il y ait du lien, que les parents comprennent, c'est super important. Déborah, elle nous met même ça dans les transports en commun, c'est génial. Et en fait, plus on va avoir de monde qui vont comprendre, qui vont s'y intéresser, qui vont s'y impliquer, plus on va pouvoir poser des opérations avec une facilité extrême. Et si Emmanuel Macron s'y intéresse, c'est qu'effectivement les chiffres sont impressionnants. Il a joué avec Zerator à Trackmania, c'est quand même fou, quoi. Ah mais la légende voudrait que tous les soirs, il se fait un Mario Kart avec Brigitte. Hein. Donc après je dis ça, j'ai pas non plus, c'est des informations à vérifier tout de même. Chiffre impressionnant, d'ici à la fin de l'année, le marché de l'e-sport devrait connaître une croissance de 21,8% par rapport à 2021. Il s'agit déjà d'un secteur qui battait des records en 2020 et qui continue de croître. Là, cette fois-ci, je vous parle du secteur du jeu vidéo. Lui, il brasse des milliards. C'est un secteur qui devance celui du livre, celui de la musique, celui du cinéma. Question pour vous, Hugo et Nicolas. Qu'est-ce qui explique cet... Alors, on a compris qu'il n'était pas assez compris, justement. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement? C'est, alors, pas forcément que la jeunesse, mais plutôt les êtres humains qui sont de plus en plus connectés, ou c'est les valeurs que véhicule l'e-sport et le jeu vidéo? Vous avez 1 heure. Ça va être compliqué à répondre. Le jeu vidéo, en fait, la grosse problématique qu'on a depuis quelques décennies, un peu moins depuis quelques années, c'est que le jeu vidéo, on a l'impression que c'est infantilisant. D'accord ? Parce qu'on est, on est habitué comme ça et on pense que c'est réservé à une certaine jeunesse, alors que depuis des années, des jeunes adultes, des adultes et des personnes qui ont un certain âge consomment finalement du jeu vidéo. Donc ça commence à rentrer progressivement dans les mœurs de pouvoir avouer, et s'avouer à tous, qu'on est consommateur de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est important ce que tu viens de dire, c'est une industrie, et c'est souvent ce que je fais quand je suis en conférence ou quand justement j'interviens devant pas mal d'étudiants. Je leur explique que mon objectif, c'est pas de leur faire aimer le jeu. Mon objectif, c'est de leur faire comprendre que le jeu vidéo, à l'heure actuelle, ça pèse 180 milliards de dollars par an. 180 milliards de dollars, pour prendre un comparatif, le marché du cinéma au niveau mondial, c'est 40 milliards. Le marché de la musique, c'est 20 milliards. Donc c'est-à-dire que les deux secteurs qui sont les plus plébiscités, on va dire, sur les télévisions et sur les radios, ça pèse 3 fois moins que le jeu vidéo. Voilà, ça c'est une vérité générale. Donc il faut vraiment développer cette idée-là de dire que le jeu vidéo, c'est un outil qui nous permet de nous construire. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec Isabelle, qui nous permet aussi de consommer différemment, parce que ça reste un divertissement comme Netflix, comme la télévision classique, etc. Donc il faut réussir à le mettre en avant de la meilleure des façons. On est capable de le consommer partout. On en parlera certainement avec Déborah, mais on est capable de le consommer
dans le train, dans l'avion, dans le métro. Regardez en fait la quantité de gens, prenez le métro à Paris, regardez la quantité de gens qui vont jouer sur leur téléphone quelques instants ou autres. On le consomme de plein de manières différentes, à plein de moments différents. C'est quelque chose qui est totalement entré dans les mœurs. Alors qu'il y a 20 ans, le geek, c'était, et je m'excuse pour tous les geeks, le petit gros boutonneux antisocial qui ne draguerait jamais une fille de sa vie. Et maintenant, ça peut être une superstar. On peut se déplacer dans le monde entier pour aller le voir. On peut voir des équipes remplir Bercy. Et quand elles viennent toutes seules, la CACORP, ils se sont déplacés. C'est comme si on allait voir un match de foot et que deux équipes devraient s'affronter, mais il n'y en a qu'une qui vient. L'autre, elle va jouer virtuellement. On la verra même pas en vrai. Et on remplit Bercy avec ça en quelques minutes. C'est juste fou, quoi. Oh, on va peut-être justement demander l'avis de Déborah, qui est à Paris actuellement. Oui, Vous nous recevez, Déborah? ouais, je vous reçois très bien. On va remplir des trains un jour, on va faire des LAN dans des trains. J'ai noté le point. C'est vrai que ce serait quelque chose d'assez assez intéressant. Voilà. Après, je suis pas la seule à décider pour ça, mais ce serait un beau projet en tout cas de pouvoir organiser une LAN dans un train. Messieurs, c'est noté. Mais avec plaisir. Franchement, ça pourrait être une super idée parce que voilà, moi je suis à Perpignan et le Perpignan-Paris est un des trajets les plus longs de France en TGV. Et c'est vrai qu'on aura le temps de faire quelques parties, quoi. Oui, on a le temps de faire beaucoup de choses. Entre Perpignan et Paris, effectivement. Les valeurs communes entre le sport et l'e-sport, je pense qu'on les a compris. Il y a besoin de motivation de la part des acteurs privés, des associations, mais également du domaine public. L'association entre le public justement et le privé des associations, pour vous, il est capital pour développer et faire comprendre ces valeurs. Oui, ils en parlaient très bien tout à l'heure. C'est effectivement un changement de regard des acteurs comme nous, publics, qui avons d'autres peut-être objectifs sur cet e-sport. Donc, sous l'angle des jeunesses, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu regarder autrement nos jeunes geeks dans la façon dont ils peuvent jouer et ce que ça peut leur apporter. Et puis effectivement, considérer les possibilités d'emploi que cela offre et voilà, le valoriser auprès de ces jeunes. Et c'est grâce à ces relations que logiquement, ça devrait rapidement avancer. Hugo, vous êtes le directeur de l'agence e-sport. Vous souhaitez clairement faire de la France un pays où l'e-sport est une réelle économie? C'est le but qu'on a à travers l'agence. Après, c'est déjà le cas. Bon, c'est une économie qui est relativement moindre. Hein. Si on compare jeux vidéo e-sport, le jeu vidéo en France, c'est à peu près 7 milliards d'euros sur l'année précédente. L'e-sport, c'est aux alentours des 50 millions. Donc, on est vraiment, comme tu disais, le Hawaï, tu disais, dans le Pacifique. Donc oui, il faut que ça devienne réellement une économie, que ça se structure. Parce que c'est vrai qu'on a la chance en France, et je ne suis pas chauvin plus que ça, mais c'est vrai qu'on a des communautés très engagées autour de clubs, autour d'acteurs de l'e-sport qui ne sont pas forcément des joueurs, mais qui sont justement des influenceurs, des commentateurs, etc. On a vraiment un vivier très très fort en France comparé à d'autres pays. C'est vraiment ce que je vais appeler, je vais faire une vulgarité, je vais appeler ça l'e-sport champagne, mais il ne faut pas oublier aussi tous les acteurs qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous ceux qui ont créé les fondamentaux de l'e-sport, tous ceux qui ont créé les fondamentaux du jeu vidéo, tous ceux qui ont été les premiers participants à des LAN, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, mais qui sont des passionnés et qu'il faut réussir à valoriser. Et ça, je pense que justement, c'est les acteurs des territoires qui vont pouvoir les accompagner. Parce qu'après, être accueilli, comme ça a été le cas très récemment à l'Élysée, c'est très bien pour valoriser notre écosystème, mais pour autant, on va valoriser certains des acteurs qui sont déjà ultra valorisés sur les différentes plateformes. Derrière, il faut réussir à générer du lien social entre des gens qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que des parents se retrouvent avec leurs enfants et découvrent ce lien social qu'ils peuvent avoir, qui renouent des liens quand des liens se sont un petit peu brisés ou un petit peu abîmés. C'est ça qu'on veut vraiment prôner. Et au sein des entreprises, et je finirai sur ça pour ne pas prendre trop de temps, c'est intéressant de voir pourquoi elles investissent. C'est-à-dire que pour elles, ça va être du marketing RH, c'est-à-dire comment je peux intégrer plus tard de nouveaux collaborateurs parce que mon image va être associée à l'e-sport ou à certaines équipes e-sportives. Comment je fais pour m'intégrer dans des événements pour être visible et peut-être vendre plus tard mes services
et acquérir justement de nouveaux collaborateurs dans mes équipes. Voilà, c'est vraiment des images qui sont importantes pour elles et qu'elles développent. Et je finirai juste par des exemples aussi d'autres secteurs d'activité. On a parlé de Louis Vuitton, on peut prendre des concessionnaires automobiles, Audi, Mercedes, BMW, qui vous voulez, ils investissent tous dans l'e-sport. Parce qu'ils savent pertinemment que ça sera potentiellement des futurs acheteurs pour eux. Parce que justement, on parle d'e-sport dans un sens large, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'e-sport, c'est comme le sport. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du sport de façon générale. C'est-à-dire, chaque sport peut avoir ses propres valeurs et ses propres communautés, et même plusieurs types de communautés dans un seul sport. L'e-sport, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez un public League of Legends, la moyenne des consommateurs en France, c'est 26 ans, et un public plutôt typé CSP+. Donc ça peut être intéressant pour elles. Donc c'est pour ça que des marques comme ça s'implémentent avec ces acteurs-là, et que d'autres, si on prend Fortnite qui est un peu plus jeune en termes d'audience, ont des sponsors comme Choupa Choups, Trésor de Kellogg's, etc., etc. Relativement ciblé. J'ajouterais même un truc, c'est qu'ils investissent dedans pour travailler justement leur capacité à toucher un nouveau public. Ils vont également adapter leurs produits. Et c'est assez fou, le monde de l'automobile évolue considérablement ces derniers temps. Il y a une accélération pharaonique, notamment grâce aux véhicules électriques à ses arrivées. Un véhicule électrique a encore quelques défauts, on a très peur de l'autonomie et du temps de charge. Ce fameux temps de charge, à l'heure actuelle, les constructeurs sont totalement capables, sur les gros écrans tactiles qu'on a dans nos véhicules, de nous rajouter des plateformes de jeux vidéo. Et alors oui, on met aussi Netflix, on met Twitch, on met plein de choses, mais on a aussi des plateformes de jeux vidéo. On peut jouer dans sa voiture à l'heure actuelle. Bien sûr, pas en conduisant, ça paraît totalement logique. On en rediscute dans quelques années quand la conduite autonome sera là et que finalement ce sera normal de jouer en conduisant. Mais à l'heure actuelle, quand on attend en train de charger son véhicule, on peut faire une partie de jeux vidéo dans sa voiture. Donc ils n'hésitent pas à adapter leurs produits parce que finalement, effectivement, Hugo le dit très bien, on a un public qui consomme et qui a besoin de consommer et qui veut accéder à certains produits, mais avec ses codes à lui. Et ces codes à lui, il faut pouvoir se les approprier pour pouvoir lui proposer quelque chose qui lui correspond. Pour autant, l'e-sport aujourd'hui manque encore un petit peu de visibilité ou du moins de compréhension de la part du grand public, malgré le fait que ce soit un secteur qui rapporte des milliards. Qu'est-ce qui manque ? Il manque, en fait, l'e-sport va manquer de visibilité pour le grand public en le sens qu'il n'est pas encore totalement compréhensible. Il y a une vraie difficulté à voir correctement les matchs et à avoir envie de regarder un match jusqu'au bout. Si on ne comprend pas ce qui se passe, sur Counter-Strike, on balance une fumigène, on tire à travers et il y a 3 personnes qui ont été tués, on va voir 3 lignes apparaître. Un geek le sait instantanément et il est euphorique. Ma maman ne s'en rend pas compte. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc il y a un énorme travail à faire en sorte que ça, ce soit lisible pour le tout public. Par contre, après, c'est une industrie qui n'a pas non plus atteint son apogée marché. On est constamment en train de grandir. Tu annonces des chiffres qui sont juste pharaoniques parce que chaque année, on a des croissances qui sont assez folles parce que pour l'instant, le potentiel marché n'est pas encore atteint. Donc c'est un marché qui est en train de grandir, il faut lui laisser le temps de grandir, il a besoin d'être accompagné, il y a des vrais potentiels dessus, que ce soit sur de l'investissement. Attention à l'investissement court terme, ça il faut quand même s'en méfier. L'e-sport est plus positionné sur du moyen voire long terme. Il y a une possibilité de développer énormément de choses. On n'a pas encore tout inventé dessus, mais... Pour vous, Nicolas, il sera un jour possible de voir des personnes, grand public, de 40-50 ans, s'extasier devant un match de Counter-Strike. Ah oui, totalement. Alors, est-ce que ce sera encore Counter-Strike? Il est en train de défier la chronique et reste accroché. C'est pas le jeu le plus regardé à l'heure actuelle, mais il perdure malgré les années. Mais oui, dans le jeu vidéo, dans quelques années, oui, parce qu'en fait, cette population qui jouait avant, maintenant, elle a grandi. Elle est en train d'avoir des enfants, elle est en train d'accéder à sa propriété, à son véhicule, à tout un tas de choses. Et puis bientôt, elle aura des petits-enfants et elle continuera de consommer cette passion. On le voit, c'est des gens qui sont extrêmement impliqués là-dedans. Et c'est là-dessus où ce lien intergénérationnel il est particulièrement important. Les parents qui sont déconnectés, je les invite vraiment à passer un peu de temps à jouer à des jeux vidéo. Même s'ils ne sont pas bons, c'est pas grave. Il faut comprendre ce à quoi jouent ses enfants en y passant des fois 1 heure ou 2. Il n'y a pas besoin d'avoir fini le jeu. Ne serait-ce que pour comprendre le temps qui passe, qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont découvrir et comment est-ce qu'on peut discuter avec eux s'ils tombent sur des images chocs, des discours complexes et autres. Le jeu vidéo, c'est hyper réaliste maintenant. Et en plus, on ne va pas en parler aujourd'hui, sur lequel on a je ne sais pas combien d'acteurs spécialisés dans la VR autour de nous qui nous sortent des produits encore plus immersifs que prévu. C'est juste fou de voir à quel point on peut être dans un autre monde. Et ça nécessite de le découvrir un minimum pour pouvoir en parler avec ses enfants. Merci Nicolas. Hugo, vous avez dit
J'ai été reçu à l'Élysée. Il est sympa, Emmanuel Macron? Alors, ça fait 2 fois que je le voyais, donc Oh, pardon. est-ce qu'il est sympa? C'est un politique. Désolé. Je ne vais pas faire de la politique sur ce plateau, mais Non, évidemment pas. Ça a été Une belle mise en lumière. voilà. Est-ce que derrière, il y a du concret? Alors, ce qui est important de souligner, c'est que c'était début juin, si je ne me trompe pas, donc on a reçu un courrier officiel, on était les 70 structures de l'e-sport les plus influentes sur le territoire, donc justement tous les acteurs qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Et donc on a eu la chance de pouvoir se présenter et valoriser certaines de nos actions devant plusieurs ministres, alors j'ai plus les noms en tête, excusez-moi. C'est plutôt bénéfique, non pas bénéfique sur un court terme par rapport à est-ce que le gouvernement va mettre en place quelque chose ou non, mais bénéfique par rapport à la visibilité que ça peut apporter. Parce que derrière, pour nous, c'est une reconnaissance, ça permet aussi d'approcher d'autres acteurs qui jusque-là nous ouvraient pas forcément la porte, ou en tout cas c'était à peine entrouvert. Là, d'avoir cette reconnaissance, ça nous permet à nous de travailler de façon, je ne vais pas dire plus professionnelle, mais en tout cas de leur vision, de nous apporter une crédibilité supplémentaire. Après, est-ce qu'il va respecter ces divers engagements? Alors, Cédric O, ancien chargé d'État au numérique, qui s'était d'ailleurs présenté, je crois, l'année dernière à la Mêlée numérique, avait déjà annoncé en 2019, lors de la Paris Games Week, une feuille de route pour la France et pour que la France développe sa partie sportive de 2020 à 2025. Donc, est-ce que ça va être accéléré? Je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour et continuer à pousser sur ces sujets-là. En tout cas, on en serait très content. Vous pouvez compter évidemment aussi sur le département de Haute-Garonne. Oui, bien sûr, le partenariat est engagé. C'est vrai que là, je représente un petit bout par l'angle des jeunesses, mais il y a d'autres services qui travaillent effectivement à faire quelque chose de ce partenariat qui est signé. Comment préparez vos questions, ça va être à vous dans pas longtemps. Comment exploiter les valeurs de l'e-sport dans votre organisation? Ça va être la dernière question, je vais vous la poser à chacun d'entre vous. On va commencer peut-être par Déborah qui est à Paris en ce moment. Oui. Comment exploiter les valeurs justement de l'e-sport dans l'organisation? Selon vous, ça serait quoi la meilleure façon de faire? Pour exploiter les valeurs de l'e-sport, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est déjà mieux faire connaître le e-sport et on en parlait, hein, c'est vraiment de démocratiser le e-sport, parce que moi je l'ai vu quand on organise des journées en interne dans la gaming room justement, et qu'on a des sponsors de haut niveau qui arrivent et qui ne connaissent pas ou qui connaissent de nom du coup le e-sport et le jeu vidéo. Quand ils regardent une partie comme ça, ils ne comprennent rien, et quand on leur explique finalement toute la stratégie qu'il y a à mettre en place, toutes les valeurs que ça dégage sur le leadership, l'esprit d'équipe, la collaboration, là tout de suite ça leur parle, ça les touche et ils commencent à s'y intéresser. Donc c'est vraiment réussir à acculturer et à rendre plus simple finalement l'explication et la découverte du e-sport. Merci beaucoup Déborah Lièvre. Nicolas Gus, dans votre organisation à vous, comment vous les exploitez ces valeurs? Alors, chez nous, dans notre organisation, bon, c'est très truqué. Moi, j'ai plein de geeks dans mes boîtes, donc on travaille tous sur Discord, on se fait des parties de jeux vidéo en fin de semaine quand on est très fatigué, donc c'est assez facile. Mais par rapport à nos clients, ce qui va être super important, en fait, c'est de co-construire les projets avec eux. En fait, même principe, je disais, vraiment, il y a énormément d'opportunités qui grandissent. L'e-sport, on n'a pas encore tout inventé. Et il ne faut pas hésiter à essayer de casser les codes, s'y prendre différemment, repenser les choses. Donc à chaque fois qu'une proposition est faite sur un type d'opération, si on va travailler avec un autre client, on va la réétudier, on va la remanier, on va la penser avec son équipe. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, pour que l'e-sport fonctionne, et le jeu vidéo, pour que ça marche dans une organisation, il ne faut pas hésiter à impliquer les collaborateurs de cette organisation, le construire avec eux de façon à faire en sorte qu'ils s'y retrouvent, qu'ils en soient les ambassadeurs, qu'ils en soient fiers, qu'ils exploitent ce service et qu'au final, ce soit une valeur ajoutée plus qu'une contrainte supplémentaire. On a beaucoup de choses qui nous asservissent, et je ne parlerai pas pour le coup de l'informatique, qui bien souvent est très contraignant par rapport au fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Il y a quelques années, on faisait que des programmes sur mesure, ils étaient au top niveau. Il y a des tas de programmes qui n'ont pas forcément évolué, qui ne se sont pas adaptés à l'ère du temps. On l'a vu quand il a fallu passer en télétravail, il y a quand même
énormément d'entreprises qui ont eu des vraies difficultés à s'y positionner, il y avait besoin d'accompagnement. C'est super important. Moi, j'ai des clients qui perdent un temps fou devant leur PC parce que le programme ne fait plus ce qu'ils veulent et ils doivent s'y contraindre. Là, pour le coup, attention, dans l'e-sport, ne partons pas d'échecs sur handicap, co-construisons ça avec les gens qui vont l'utiliser parce que forcément, ça leur plaira, quoi. Hugo, même question pour vous. Alors, tout comme Nicolas, je ne vais pas forcément prendre le prisme de notre organisation, je vais plutôt prendre les acteurs avec lesquels on travaille. Je pense que la vraie réflexion, elle est déjà de se dire qu'est-ce qu'on attend de l'e-sport. C'est-à-dire, c'est pas simplement faire des tournois où on les finance pour voir des professionnels jouer, ou des semi-pros ou des amateurs, ou nos collaborateurs entre eux. C'est vraiment de réfléchir à quoi ça contribue. Est-ce qu'on veut valoriser notre image de marque? Est-ce qu'on veut rajeunir notre image? Est-ce qu'on veut justement faire plaisir à nos collaborateurs, attirer de nouveaux collaborateurs? C'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir pour définir véritablement qu'est-ce qu'on doit faire avec chacun et chacune des organisations qui nous sollicitent. Donc je pense que ça, c'est vraiment le sujet à creuser, et ça permet ensuite de faire des choses vraiment sur mesure avec chacun et que ça corresponde vraiment aux attentes. Parce que la pire des choses qui peut arriver dans un secteur qui commence à grossir, à évoluer, c'est de s'imaginer que l'e-sport va faire des miracles dans une organisation et au final être déçu parce qu'on n'avait pas de réels objectifs ou un vrai besoin identifié. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la compréhension entre les acteurs. C'est de dire, vous attendez quoi? Isabelle l'a très bien dit, nous, c'est développer l'aspect jeunesse, valoriser les compétences des jeunes, qui crée une identité, enfin, qui ait une construction identitaire qui soit faite par le jeu, et par beaucoup d'autres choses aussi. C'est ça qui est intéressant à creuser. Et un élément qui est assez intéressant, c'est le rapprochement qu'on voit, tu l'évoquais tout à l'heure, entre le sport et l'e-sport. Il y a beaucoup de sportifs qui se sont, pendant le Covid, tournés, je parle de sportifs en tant que personnes physiques, mais on peut parler aussi des clubs et des fédérations qui se sont tournés vers le jeu vidéo et l'e-sport pour gérer leur communauté, pour faire du contenu, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et je serais ravi d'en faire avec pas mal d'autres acteurs dans les années à venir. Et Isabelle, au final, des valeurs de l'e-sport pour le département, la mission jeunesse de Haute-Garonne, Oui. c'est un vecteur supplémentaire de montée en compétences et de débouchés. Exactement. Puis je ne sais pas si mes collègues de la RH ont entendu parler du e-sport, mais c'est vrai que tout ce que ça joue, effectivement, en termes de dynamique d'entreprise, etc., je trouve que ça pourrait aussi s'appliquer aux acteurs publics. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main, c'est impeccable. Bonjour, Pierre Soubra. D'abord, merci pour cet échange, très bien animé, cher Loïc, et bravo Isabelle, Hugo, Nicolas et Déborah en remote. Moi, c'est un commentaire en fait que j'ai et qui peut peut-être éclairer quelques points. Je sponsorisais McLaren en Formule 1 et en IndyCar. J'avais une équipe avec eux, donc un contrat avec plusieurs millions de dollars et beaucoup de zéros derrière. Et on a discuté e-sport. Ils sont venus me présenter le projet où, évidemment, ils ont plusieurs objectifs, dont l'un qui était de repérer les futurs pilotes automobiles de demain, mais aussi lancer McLaren est maintenant une équipe multisport et le e-sport en fait partie. Une des plus grosses problématiques qu'on avait, c'est que dans le physique, dans la Formule 1 ou l'IndyCar, on avait une énorme structure, un énorme barnum dans lequel on peut amener les exécutives de grands groupes automobiles, des grands clients, on les amène en jet privé, on fait des choses comme ça incroyables. Et la question qu'on n'arrivait pas à résoudre pour nous en temps dans l'e-sport, c'était on va emmener des gens où? On va emmener des gens dans les grandes arènes. Alors on peut leur proposer aux parents d'emmener leurs enfants. Encore faut-il que les enfants soient intéressés par ce genre de sport. Et donc le frein majeur à l'investissement d'un groupe comme le mien était quelle est la part de l'hospitalité qu'on fait d'habitude dans le sport. On va à un match de foot au Stade Toulousain, ils ont des loges et on emmène des gens comme ça. Aujourd'hui, il y a un frein majeur pour nous qui est on ne va pas faire un chèque à plusieurs millions de dollars parce qu'on ne peut pas emmener, et je crois que Nicolas, tu le disais très bien, quand on voit 3 lignes de joueurs tués, ça va d'un seul coup éclater les foules, mais on ne peut pas emmener le patron de Ford ou de General Motors dans ce genre d'environnement. Donc c'est un commentaire, et puis peut-être une piste de réflexion pour une agence comme celle de Hugo à développer, à expérimenter et à aller faire ça. Donc je prends ta main, Loïc, et je vais poser la question à Hugo. Comment on fait?
Alors, merci pour la question et le sujet. Je pense qu'il y a une réponse qui est assez facile à donner, c'est de voir les Worlds de League of Legends qui ont lieu à Paris. Donc League of Legends est un jeu relativement très complexe pour des gens qui n'y connaissent rien. C'est un euphémisme, je pense. Et ce qui a été amené, c'était justement, déjà les loges ont été mises en place, donc pas mal d'acteurs, on va dire non endémiques, donc qui ne faisaient pas partie de l'écosystème de l'e-sport, ont été conviés, et sans forcément connaître trop le jeu. Donc bien entendu, ils étaient accompagnés par des acteurs qui maîtrisaient le jeu, mais au-delà de ça, ce qui était amusant, c'est que ça a été monté à l'américaine. Ce que j'appelle à l'américaine, c'est qu'il y a eu un pré-show, il y a eu un véritable show où ils ont été, alors non pas, je ne vais pas dire qu'ils ont adoré League of Legends, mais en tout cas, ils ont adoré l'ambiance, c'est-à-dire vraiment toute la mise en scène qui a été faite par Riot, et ça a vraiment créé quelque chose chez eux. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez 5 minutes, à aller sur YouTube et regarder justement les Worlds de League of Legends et regarder justement ces shows qui sont animés. Ça permet vraiment de mettre les gens dans l'ambiance sans même qu'ils connaissent forcément le jeu. Et de pouvoir créer une ambiance autour de ces actions-là, ça permet à chacun d'eux de pouvoir commencer à découvrir ce jeu. Alors ça ne deviendra pas des experts, bien entendu, mais pour autant, ils le découvriront. Je prends un exemple concret. Alors, on est fanat de sport, on parle du football, etc. Mais quand on regarde le Super Bowl, enfin, je suis désolé, mais il y a à peu près, je pense, 9 Français sur 10 qui ne comprennent rien aux règles du Super Bowl. Pour autant, il y en a beaucoup qui le regardent, justement, à travers le show, à travers ce que ça peut représenter, en connaissant finalement un minimum les règles. Donc, il faut commencer à éduquer à la fois la population comme ça, et après, pourquoi pas, les entreprises, les accompagner dans cette compréhension-là, et surtout voir à quoi ça va les amener. Et c'est ça qui est important pour nous aussi. J'espère que j'ai répondu. En gros, il faut les appâter. J'aimerais bien rajouter un petit détail. Mais prenons même l'exemple du sport que tu nous cites, quoi. McLaren, c'est quand même une marque qui a une réputation ahurissante. Elle plaît, elle séduit. Enfin, c'est une marque qui fait rêver. Dans le monde du sport automobile, on a quand même une vraie compréhension de ce sport. C'est quand même assez facile de comprendre que la voiture qui va franchir la ligne la première, c'est elle qui va gagner. Alors bon, si on n'a vraiment pas suivi la course, on ne sait pas où ils en sont des tours, mais voilà. Dans le jeu vidéo, finalement, dans ces jeux de sport automobile, on en a plusieurs qui marchent très bien, qui plaisent énormément, qui ont un niveau de réalisme fou, tu le dis. On identifie des pilotes qui montent à très haut niveau en vrai, au travers de compétitions de jeux vidéo. On avait peut-être à une époque des problématiques éventuellement de physique. Il fallait qu'ils soient aussi préparés sportivement pour le faire, parce que le sport automobile, c'est un sport qui est extrêmement physique. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais c'est super complexe. Là encore, même principe, c'est rentrer dans les mœurs pour un e-sportif que son corps a autant de valeur que ses réflexes, sa capacité cognitive, son implication dans le jeu. Donc maintenant, tout ça, c'est travaillé à côté. Donc je pense que typiquement, en plus, sur ce sport en proprement parlé, on est capable de faire un vrai lien sport-e-sport et de faire en sorte que voilà, il y a un public qui s'engage dessus, qui le comprenne, qui partage des moments. Et en fait, enfin, je veux dire, voilà, nos parents ont peut-être eu des voitures un peu plus sportives, ou grands-parents ou autres. On a peut-être eu des amis à côté, on partageait des moments avec eux, on allait voir les rallycotes, ce genre de choses et tout. Et finalement, eux, ils vont peut-être venir nous voir un jour faire une compétition sportive sur un simulateur automobile. C'est une passion qui se partagera facilement dans ce secteur. Il y a vraiment matière, quoi. C'est super intéressant, quoi. Merci Nicolas, merci Hugo. Moi, je retiendrai le choix à l'américaine. Il faut les appâter, il faut cheerleaders, des guitaristes, il faut mettre un peu... Voilà, c'est sympa, à l'américaine. Mais totalement, les Worlds de League of Legends, l'exemple que Hugo prend, il y a un écran transparent qui permet de mêler du réel avec du virtuel. Quand on parle VR, en plus, ils ont poussé le level, c'est classieux, ça se regarde vraiment. N'hésitez pas à aller le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir à vous. Benjamin Larocque, moi je suis le PDG et CEO de la société Oxitia, donc cybersécurité et transformation digitale. Et je voulais vous remercier pour l'intervention, parce que vous avez bien fait la différence entre le jeu vidéo et l'e-sport, puisque l'e-sport, on est dans la compétition. Et vous avez évoqué, en fait, on est un petit peu à l'envers du monde professionnel dans le sport, c'est-à-dire que c'est le loisir qui rapporte plus que le monde professionnel. Vous avez parlé de 7 milliards pour le jeu vidéo loisir, entertainment, et seulement, entre guillemets, 50 millions d'euros pour la partie e-sport. Et donc ça, c'est pas possible, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui va générer le business, à terme, ça sera le e-sport, puisqu'il y aura des professionnels, des sponsors, les communautés. Et ce que je voulais vous poser question à tous les trois, donc Isabelle, Hugo et Nicolas, comment on structure ça à travers les trois éléments fondateurs qui sont l'éducation, la formation
et la professionnalisation dans le e-sport. Voilà. Moi, ce sera un petit bout de réponse. C'est vrai qu'on a commencé à en parler tout à l'heure avant l'émission, j'allais dire, non, la table ronde. Mais effectivement, comment on accompagne la création de clubs, ou enfin, en tout cas de lieux qui accueillent des jeunes et qui encadrent des jeunes dans la pratique du e-sport. Donc ça, je ne suis pas sûre que ça existe beaucoup. Peut-être voilà, ça commence en tout cas à se développer. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est un vrai levier, il me semble. C'est quelque chose qui est assez fou parce que c'est en train d'arriver. Mais pareil, alors ça arrive dans l'univers geek, dans la tête geek. Et d'ailleurs, il faut leur dire que tout ne se passe pas dans leur univers uniquement. Il faut le mêler à la vraie réalité de la vie aussi. Donc ces dernières années, on a vu plusieurs écoles e-sportives grandir, se développer. Les premières, c'était quand même très compliqué avec des formations qui étaient à la limite de la légalité. On a eu tout un tas de dramas qui sont arrivés parce que c'est des geeks qui montaient des écoles et qui n'y connaissaient rien. Là, maintenant, on a quand même des projets qui sont hyper structurés, avec des formations qui sont certifiées et reconnues par l'État. Même principe, le jeu vidéo, on a une vraie problématique. Il appartient à un éditeur. Donc, quand on veut investir sur une équipe, on prend le risque que si demain l'éditeur bloque les compétitions, on n'est plus besoin de cette équipe. Et par conséquent, on est à repivoter tout ça. On a souvent du coup que des clubs élites qui poussent et des difficultés à faire grandir des clubs amateurs. Il y a ce besoin de développer, de structurer ce côté amateur, non pas pour vendre du rêve, on ne va pas former les futurs superstars de demain, mais ne serait-ce qu'on va déjà permettre d'avoir un moment de pratique encadré sur lequel le jeune va pouvoir, le jeune et moins jeune d'ailleurs, le joueur va pouvoir passer du temps à pratiquer avec d'autres personnes autour de lui, avoir une certaine compréhension du jeu, mais de la vie qui va avec, de tout ce qui se passe. Il y a tout un tas de travail aussi sur la partie médecine, assimilation de la taurine, par exemple, par un corps humain, parce que nos e-sportifs se boivent des kilotonnes de Red Bull sans se poser la moindre question. On a une problématique de dopage qui arrive, c'est assez fou, mais on n'y était pas vraiment préparé. Et les grandes compétitions, les majors, maintenant, oui, il y a des contrôles antidopage, parce que oui, on peut absorber des substances qui vont augmenter considérablement notre système nerveux, nous permettre de réagir plus vite. Et quand on parle de quelques millions à gagner, c'est des sujets à gérer. Il y a énormément de pistes à travailler et ces valeurs-là, oui, elles se travaillent, mais elles prennent du temps. Et c'est super important à la fois d'accompagner le jeu vidéo, l'e-sport, cette communauté geek à grandir là-dessus, sans qu'elle s'éloigne de cette communauté réelle. Ce lien, il est super important. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui a de l'importance. Si les geeks grandissent que de leur côté, ça ne marchera pas et vice-versa. C'est bon pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Je prends 30 dernières secondes de votre temps tout de même pour remercier bien nos intervenants. Déborah Lièvre qui est à Paris. Merci beaucoup Déborah. Merci également Isabelle Ballet-Martinez. Merci Nicolas Gus. Merci Hugo Hurtado. Merci également à la Mêlée, évidemment. Et merci à vous tous d'avoir été présents là ce soir. Et bien sûr, comme toujours, merci à la technique.